tous et bienvenue dans le Culture Mag, votre rendez-vous art et lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, retour sur le film Omar. Ce long métrage a fait le buzz ce week-end car il a été sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger au nom de la Palestine. Ce n'est pas la première fois qu'Hollywood fait de la géopolitique, nous vous l'expliquons. Dans ce journal, nous irons suivre une concertiste de la Fenice en collaboration avec la célèbre institution musicale et avec des associations d'aide à l'enfance. Elle donne des concerts thérapeutiques, objectifs, calmer les enfants. Et puis nous parlerons littérature. Nous recevons l'un des jeunes écrivains israéliens qui monte. Il s'appelle Nir Barham. Son dernier roman, Le jeu des circonstances, vient d'être traduit en français. L'histoire simple de deux jeunes gens simples, engagés simplement dans la folie d'Hitler et de Staline. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. On commence avec cette triste nouvelle pour le monde de la musique. Claudio Abbado est mort ce 20 janvier à Bologne. Ce grand chef d'orchestre a finalement cédé devant la maladie, littéralement miraculé, opéré d'un cancer de l'estomac il y a plus de 10 ans. Claudio Abbado avait plusieurs fois repris sa baguette malgré la fatigue, les traitements et la maladie. Musicien hors pair, Claudio Abbado est né en Italie. Il a découvert la musique à l'âge de 7 ans. Il a depuis dirigé de nombreux orchestres et institutions. Il a été directeur notamment de la Scala de Milan entre 1968 et 1986 et puis dirigé le Philharmonique de Berlin. Claudio Abbado est donc mort. Il avait 80 ans. De la mode, encore, toujours. Londres, Paris, Milan, les défilés hommes sont terminés. La haute couture va donner le meilleur d'elle-même cette semaine en France. Et puis pendant ce temps, à Berlin, c'est Jerry Hall qui a fait sensation. L'ex-femme de Mick Jagger, mannequin et égérie, a expliqué le secret de son sex-appeal. Ne pas mettre de short, a-t-elle dit, ni de mini-jupe. Jerry Hall, décidément très moral, a même conseillé de s'habiller normalement passé un certain âge. Ce n'est pas très rock'n'roll. Et puis pour finir, le concert qui agite la jeunesse, Justin Timberlake en Israël, c'est prévu fin mai. La billetterie s'est ouverte ce lundi et bien évidemment, elle a été prise d'assaut. Justin Timberlake jouera à Tel Aviv le 28 mai après un concert en Turquie et un autre à Prague. Retour au cinéma avec cette information qui, la semaine dernière, a agité le 7e art, la scène politique internationale, les réseaux sociaux et la presse. Omar, le dernier film d'Hani Abou Assad, a été sélectionné par les Oscars américains dans la liste des meilleurs films étrangers, sélectionné en tant que film palestinien. Qu'est-ce qui s'est joué dans cette sélection? Est-ce la première fois? Qu'est-ce que signifie film palestinien si le pays n'est pas reconnu? Et si ce n'est pas la première sélection pour Hani Abou Assad, les choses sont un peu différentes cette fois-ci. Les explications d'Avril Rosenzweig avec David Gombin. L'Oscar du meilleur film étranger n'a pas qu'un enjeu artistique, il est aussi au cœur de luttes politiques. Ce n'est pas la première fois que les Oscars ou les Golden Globes légitiment tacitement la Palestine en tant qu'État, même si celle-ci n'est reconnue ni par les États-Unis ni par l'ONU. Mais cette année, la nomination de Omar dans la catégorie meilleur film étranger est un peu différente des précédentes sélections. Ce film en lice pour les Oscars a été tourné en partie en Israël. Contrairement à d'autres, il n'a bénéficié d'aucune aide financière des différents fonds israéliens pour le cinéma. Son réalisateur, Hani Abou Assad, vit en partie en Israël, mais il insiste pour que sa candidature soit considérée comme palestinienne et que son film soit palestinien. Hani Abou Assad est né en Israël, à Nazareth, en 1961. Après des études en aérodynamisme et une carrière dans la conception aéronautique aux Pays-Bas, il s'est tourné vers l'industrie du cinéma, d'abord en tant que producteur, puis réalisateur. Il a obtenu une reconnaissance internationale en 2006 avec le film Paradise Now, qui racontait l'histoire de deux Palestiniens qui préparaient une attaque suicide en Israël. Ce film à l'époque avait été coproduit entre autres par Israël et avait été nominé aux Oscars. Il avait gagné le Golden Globe du meilleur film étranger. En 2012, au terme d'une carrière hollywoodienne rapidement avortée avec son thriller The Courier, Abou Assad revient avec Omar sur le thème de la lutte politique et de la réalité palestinienne. C'est l'histoire d'un jeune Palestinien qui se prépare avec ses amis à commettre le meurtre d'un soldat israélien. Un film qui traite des complexités de la vie palestinienne, produit cette fois sans l'aide israélienne. Si Omar gagnait la statuette tant convoitée le 2 mars, ce serait un symbole politique très fort.
Restez avec nous, à suivre dans ce journal de la culture, le bel engagement de la première violon de la Fenice. Artiste de haut rang, Sara Micheletto joue dans le monde entier pour apaiser les enfants en difficulté. À suivre également l'étonnant succès de Violetta. Violetta, eh bien, c'est la dernière série télé de Walt Disney. Elle connaît un succès foudroyant auprès des enfants. Analyse d'un phénomène latino-américain. Mais pour l'heure, eh bien, voici les highlights. C'est l'agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. À la Gaîté Lyrique, le lieu dédié aux cultures numériques, découvrez l'univers graphique de Stéphane Segmaster. Considéré comme l'un des designers marquants en ce début du XXIe siècle, vous reconnaîtrez sûrement son travail, dont les nombreuses pochettes de disques qu'il a créées pour Lou Reed, les Rolling Stones ou encore David Byrne. Regroupée autour de 4 thématiques, cette exposition veut vous faire partir à la découverte de ce graphiste qui vous veut du bien. À voir jusqu'au 9 mars. À Tel Aviv, la compagnie de danse Batsheva, dirigée par le célèbre chorégraphe Ohad Naharin, lance Gaga dans le hangar. Un rassemblement au cours duquel le public est invité à se joindre aux danseurs pour un gaga géant. Le gaga, une forme d'expression corporelle comprenant des mouvements inhabituels. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'Association pour les droits civils en Israël. La danse Gaga, c'est au hangar 11 le 21 janvier. En Uruguay, une exposition qui pourrait bien changer la donne. La découverte de traces humaines sur des fossiles d'animaux remet en question la traçabilité de la présence humaine dans la préhistoire en Amérique du Sud. Ces découvertes paléontologiques exposées au musée des civilisations précolombiennes de Montevideo permettent de démontrer avec une quasi-certitude que l'homme est établi dans cette région du monde depuis plus de 30 000 ans et non pas 15 000 comme les chercheurs le pensaient auparavant. Des trouvailles qui ne font pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique, mais qui valent quand même le coup d'être vues si vous êtes de passage dans la capitale uruguayenne. De la littérature maintenant, avec le jeune auteur Nir Bahram. Son roman « Le jeu des circonstances » vient d'être traduit en français, publié aux éditions Robert Laffont. Nir Bahram, bonjour. Merci d'être sur le plateau de i24 News. Vous faites partie de la nouvelle génération d'écrivains israéliens. « Le jeu des circonstances », c'est votre 4e roman. Il raconte une histoire simple, c'est une intrusion dans la banalité du mal, l'histoire simple de 2 jeunes gens simples qui s'engagent simplement auprès de Hitler et de Staline. Est-ce que vous vouliez démontrer une mécanique d'embrigadement ? Je crois que l'essentiel de ce roman, ce sont deux gens qui ne sont pas embrigadés, ils sont brillants, avec des talents incroyables, et qui ne soutiennent pas forcément les régimes auprès desquels ils œuvrent. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément liés à l'idéologie du régime. Mais j'ai voulu décrire toute une sorte d'individus qui sont des individus brillants, très intelligents, et qui ont soutenu les régimes sans pour autant les soutenir idéologiquement. Vous êtes tout jeune, Nir Bahram, vous n'avez même pas 40 ans. Pourquoi avoir voulu vous engager dans un roman historique ? Je crois que la Deuxième Guerre mondiale et ses répercussions a évidemment une incidence sur toute personne qui habite en Israël. Depuis mon plus jeune âge, je me suis intéressé aux personnes, aux individus qui n'étaient pas vraiment nazis, mais qui étaient des anonymes, qui n'étaient pas forcément des gens racistes, qui n'étaient pas des gens forcément, qui étaient des gens ouverts. Et comment des millions d'Allemands, dans les années 30, ont collaboré avec le régime nazi. Et lorsque l'on observe la société bourgeoise allemande, on peut comprendre comment les gens ont été attirés par le nazisme. Embrigadement simple. Nir Bahram, vous êtes issu d'une famille très engagée à gauche. Vous êtes le fils de l'ancien ministre de l'Intérieur, Uzi Bahram. Qu'est-ce qui a poussé Aleph Bet Yehoshua à signer la préface de votre livre? Est-ce que c'est un engagement politique? Je crois qu'Aleph Bet Yehoshua est l'un des écrivains qui est le plus en relation avec les jeunes écrivains israéliens. Et lorsqu'il a lu mon livre, il a beaucoup aimé.
Et il a pensé que mon livre représentait quelque chose dans la littérature israélienne qui ne représente pas forcément la littérature israélienne ou ce qui se passe en Israël, mais c'est une littérature qui aspire à décrire le monde tel qu'il est. Et je crois qu'il a écrit la préface de mon livre parce qu'il veut encourager la nouvelle génération d'écrivains israéliens. Nir Barham, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre traduit en français, c'est titré Le jeu des circonstances. Vous publiez également en Israël cette fois, mais là il n'est pas traduit, il caracole en tête des ventes des meilleurs livres, World of Shadows. C'est un livre qui cette fois s'attache à la crise économique, à décrire les problèmes économiques dans le monde, n'est-ce pas? Okay. Oui, absolument. Il essaye de décrire 30 ans de capitalisme de partout dans le monde et Israël fait partie de cette aventure-là. Alors on attendra la traduction. Merci beaucoup. Votre traduction était assurée par Cyril Amar. Merci Nir Barham d'être venu sur le plateau de i24 News. Alors, direction Venise maintenant avec ce portrait d'une musicienne hors pair. Elle s'appelle Sara Michieletto, c'est l'une des premières violons de la Fenice. À ses moments libres, elle part aux 4 coins du monde apporter un peu de douceur aux enfants en difficulté. Le violon pour calmer les enfants défavorisés ou les enfants agités, c'est un récit magnifique et il est signé David Gomba. Elle s'appelle Sara Michieletto. C'est l'une des violonistes les plus douées de son époque. Cette première violon de la célèbre Fenice à Venise dédie une partie de son temps à traverser le monde pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Je voulais partager la beauté de la musique avec des gens plus démunis. C'est la première chose que je voulais faire. Ce qu'il y a de spécial dans ce que je fais, je pense, c'est que jouer de la musique en direct, jouer du violon pour les écoliers, les enfants, leur permet de recevoir l'émotion directement de moi. Pour moi, c'est très beau de partager ça, d'échanger, parce que la façon dont ils écoutent est très spéciale. Et ça marche. Récemment, c'est dans un bidonville de Jakarta, en Indonésie, qu'elle a posé son étui à violon. À peine arrivés, les enfants se regroupent et immédiatement, les notes du violon jouent leur effet apaisant. Avant, tous les enfants se battaient beaucoup. Mais depuis que Mademoiselle Sarah est venue, tous les enfants s'assoient enfin calmement et étudient. Ce calme, Sota, responsable de l'école Campus Diokana moderne, l'explique parce que les émotions sont plus faciles à faire passer que les mots. C'était très difficile de demander aux enfants d'exprimer leurs émotions et de les faire se détendre à cause des limites de leur capacité à communiquer. Mais grâce à la nouvelle activité musicale de Mademoiselle Sarah, ils sont maintenant capables d'exprimer ce qu'ils ressentent sans avoir à recourir aux mots. Une méthode que Sara Michieletto espère diffuser dans le monde entier. Parce que partout, nous avons besoin d'être plus proches de nos émotions pour mieux se comprendre les uns les autres. Tout le monde n'a pas le premier violon de la Fenice à disposition. Donc la prochaine fois que vos enfants seront un peu trop turbulents, la solution est toute trouvée. Ressortez pipeau et tambourin. On va se quitter avec une intrusion dans le monde, plein de mystères, des préadolescents. Après Hannah Montana et autres Miley Cyrus, les jeunes enfants sont en train de fondre pour Violetta. Elle est belle, elle nous vient d'Argentine et elle chante en espagnol. Violetta, nouvelle héroïne des adolescents. Si vous avez moins de 8 ans, vous pouvez comprendre. Sinon, écoutez les explications de David Gomba. La Violetta Mania règne. Diffusée par Disney, cette série télé qui raconte l'histoire de Violetta, une jeune fille espagnole timide et peu sûre d'elle, emballe les ados du monde entier. Pourtant, le scénario est digne d'une telenovela. La mère de Violetta, décédée alors qu'elle était encore enfant, était une chanteuse renommée. De sa mère, la jeune héroïne a hérité d'une magnifique voix. En étant admise dans une école des arts de la scène à Buenos Aires, une nouvelle vie s'offre à elle. Violetta Martina Stossel, de son vrai nom, prend ainsi la place des Miley Cyrus et Zac Efron dans le cœur des préadolescentes. Cette nouvelle bombe Disney suscite l'enthousiasme partout dans le monde. La preuve, en tournée la semaine dernière à Paris, les places de ces 8 dates se sont arrachées à prix d'or en moins de 24 heures. Je chante bien et puisque j'aime bien danser et chanter, je regarde. Fait assez exceptionnel pour une chanteuse Disney,
Violeta chante intégralement en espagnol, ce qui n'est pas pour déplaire à la maman de Louane. Une jeune fille qui danse, qui chante comme ça, en plus en espagnol, donc ça change un peu de l'anglais, donc c'est quelque chose de bien pour eux. L'espagnol pour Disney, changement d'époque ou véritable argument marketing. Quoi qu'il en soit, mi-avril va débuter le tournage de la 3e saison de Violeta. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de cette jeune femme. Alors, que viva la Violeta! Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News. On va vous laisser avec cette chanson de Violeta, justement, titrée Te Creo. C'est extrait d'un album qui a caracolé en tête des charts en Argentine, en Espagne, en Colombie, au Chili, en Uruguay, au Venezuela, au Mexique et au Brésil. Bref, le top. Merci de votre fidélité. Yeah.